l'invité de la matinale. KTO Radio. Paris, Narbonne, Lyon, Tarbes, les blocages routiers tenus par les agriculteurs se multiplient depuis 2 semaines. Quelle est la portée des messages de soutien de plusieurs évêques français? Et puis, quelles sont les causes de cette colère et surtout, quelle agriculture souhaitable pour demain? Nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien sur KTO Radio puisqu'elle intervient régulièrement dans les chroniques Le Cri de la Terre. Elle est éleveuse de porc, ancienne présidente de la FNSEA et présidente du comité des organisations professionnelles agricoles, le COPA, au niveau européen. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Je vais commencer par donner la réaction d'un évêque, l'évêque de Montpellier, qui a dit: Amis agricultrices, agriculteurs, aujourd'hui la coupe est pleine. Nous demandons que soit reconnu le caractère vital de votre profession pour nos familles, notre pays et la noblesse de votre métier. Il y a eu aussi plusieurs évêques qui ont réagi, les évêques bretons de Tarbes, Lourdes, Bordeaux, même Lille. Comment ces messages de soutien de la part de ces évêques français ont-ils été reçus par les agriculteurs? Ils sont reçus avec beaucoup de satisfaction et un sentiment de réconfort et de compréhension. Les évêques sont des personnes qui vont souvent sur le terrain, qui ont des contacts avec les prêtres qui sont dans les communes, dans les paroisses, partout en France, et qui voient l'état Hmm. d'esprit, le moral des agriculteurs et qui voient parfois la tristesse face à la difficulté, le climat, les cours qui ne sont pas toujours au rendez-vous, mais aussi de plus en plus et sur différents sujets, des remises en question, des critiques de la part de voisinage, de l'opinion, de grands médias. Il y a de la souffrance chez les agriculteurs et la bienveillance qui caractérise les hommes de foi fait qu'aujourd'hui cette compréhension est un pansement extrêmement important. L'évêque de Vendée, Monseigneur Jacquelin, a parlé du désespoir des heures de travail qui ne suffisent pas à faire vivre les familles, désespoir des normes et des interdits, de la fatigue aussi et de la dépression qui guettent beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup d'évêques sont marqués par le nombre de suicides chez les agriculteurs. Les agriculteurs sont-ils engagés aujourd'hui dans un combat contre le désespoir? Oui, parce que il y a plusieurs éléments qui se sont accumulés. D'abord, il y a des éléments extérieurs, comme, la géopolitique. C'est vrai que la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie, a occasionné de la flambée de tous les coûts de production, l'énergie notamment. Ça touche les foyers, mais ça touche beaucoup les agriculteurs, tout comme les boulangers, tous les gens qui ont une Oui, entreprise et c'est pas les besoin seuls. d'énergie pour faire Hmm. tourner. Mais ce qui est plus pesant, c'est le sentiment d'incompréhension. Beaucoup de règles nouvelles, de normes. Chaque année, des normes environnementales, notamment ou sanitaires nouvelles, tombent, de Bruxelles ou de France, d'ailleurs beaucoup de France aussi. En Vendée, en plus, il y a eu l'influenza aviaire qui a obligé à l'abattage d'énormément d'animaux et pour des agriculteurs et des éleveurs notamment, un abattage massif, c'est toujours un drame, un choc, moral extrêmement, Hmm. important. Et puis, il y a aussi le regard de la société, le regard des voisins. Vous êtes comme moi, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous lisez les journaux. Nombreux sont les éditorialistes, même les humoristes, les élus politiques qui ont critiqué les agriculteurs, qui parlent toujours de pollution, qui parlent toujours, de malbouffe, alors que les agriculteurs font beaucoup d'heures, s'appliquent, ne maîtrisent pas tous les éléments, extérieurs, ni le sanitaire, ni le ciel. Et ces critiques, qui viennent comme des rengaines sont très blessantes. Moi, je suis éleveuse, on commence la journée très tôt, souvent on écoute la radio et quand les premiers messages à la radio sont, de la part d'élus, verts, d'associations, mais aussi d'autres, des voisins qui critiquent quand on passe avec un pulvérisateur, avec une tonalisée. On est à la campagne, Ouais. on travaille avec des animaux, on travaille avec le vivant, on travaille des fois tôt le matin, d'autres fois tard le soir. Quand des gens contestent les bruits de l'agriculture, contestent les mouches, les meuglements des vaches, comme on a pu le voir dans un département avec un agriculteur qui est condamné à verser 100 000 € à ses voisins parce que ses vaches beuglent, qu'il est trop près de sa maison d'habitation. Il y a quand même une certaine intolérance et puis des critiques assez récurrentes qui se sont développées. Et vous savez, quand on n'a pas le moral,
on va pas au travail dans de bonnes conditions, qui que nous soyons. Mmh. C'est vrai pour un étudiant, c'est vrai pour un évêque, c'est vrai pour un commerçant et ça pèse beaucoup. Moi, je rencontre beaucoup d'agriculteurs qui ne comprennent pas pourquoi il y a cet acharnement. Donc la crise, c'est une crise morale aussi et il y a besoin de mettre des mots et de l'empathie sur, le mal-être des agriculteurs. Ouais, vous pensez qu'ils ne sont pas assez respectés. Pourtant ce contexte, général, est un et ce ras-le-bol général existe depuis longtemps. Ça fait plusieurs années, qu'il dure. Oui, ça fait plusieurs années qu'il dure, mais les choses s'empilent et il y a, en ce moment, bon, une radicalisation de beaucoup de débats. Mais à propos de l'agriculture, vous voyez, il y a eu des intrusions dans les élevages, des associations dites de défense des animaux, disent-ils, qui, font des intrusions, qui font des vidéos, parfois des montages et qui dénoncent l'agriculture. Il y a tous ceux qui, lorsqu'il y a un projet de bâtiment, de poulailler, de réserve d'eau, font des pétitions contre, contre, contre. Moralité, les agriculteurs hésitent à investir, à faire des projets. Nous, on a 2 jeunes qui arrivent sur notre exploitation, qui ont des projets, j'espère qu'ils pourront les réaliser, mais c'est pénible quand, le voisinage, sans même essayer de savoir, une association qui vient parfois de l'autre bout du département et qui dit: «Non, non, non, il faut pas se poulailler». Ils ont inventé des mots, qui font peur, méga poulailler, méga bassine. Dans d'autres pays, il y a des poulaillers, 10 fois plus importants, 20 fois plus importants en taille et qui ne font pas l'objet de contestation. Donc en France, c'est dangereux parce que, en plus, on perd la production agricole. On devient de plus en plus dépendant d'importations. Et croyez-moi, les poulets qui viennent d'ailleurs, qui viennent même d'Europe de l'Est, pardon, ou d'Ukraine, ou du Brésil ou d'ailleurs, n'ont pas du tout les mêmes conditions de production. Donc c'est Mmh. contre-productif. La grogne a commencé depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois dans d'autres pays européens. Les raisons sont-elles les mêmes, pour les agriculteurs qui vivent, en Allemagne ou dans d'autres pays? À chaque fois qu'il y a eu un mouvement, il y a des raisons nationales et puis il y a un fil rouge de sentiments d'incompréhension. En Roumanie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, à la frontière ukrainienne, les agriculteurs ont manifesté parce que le blé ukrainien reste stocké chez eux, ne part pas à destination d'Afrique et Moyen-Orient, là où il devrait aller faute de logistique. Les cours s'effondrent et les agriculteurs voient leurs revenus s'effondrer aussi. En Allemagne, c'est la suppression d'un avantage fiscal pour le carburant dont les agriculteurs ont beaucoup besoin, brutalement, pour 1 milliard d'euros, qui fait que les agriculteurs sont descendus dans la rue. Mais il y a aussi, je crois, une difficulté d'écoute de la part de leur ministre qui est vert et végétarien et qui n'écoute pas les agriculteurs. Aux Pays-Bas, ce sont des problèmes environnementaux. En Espagne, c'est la sécheresse. En Italie, c'est aussi la difficulté, en raison du conflit dans la mer Rouge, d'exporter les pommes, les choux, tous les légumes qui ne partent pas. Et donc, ils pourrissent et les cours s'effondrent. Mais il y a quand même aussi des réglementations qui nécessitent beaucoup de connaissances, beaucoup de traçabilité, de papier, d'enregistrement, de contrôle. Et on a un métier du vivant. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans le Maine-et-Loire, qui est mon département, il a beaucoup, beaucoup plu depuis le 15 octobre. Les champs sont détrempés, personne ne peut rentrer dans ces champs pour semer. Eh bien, il a fallu qu'on envoie une lettre, chaque agriculteur à l'administration départementale, à la direction départementale des territoires, pour dire: «Mon champ est trop mouillé, je vous envoie une photo, je ne peux pas semer». Alors que la carte météo départementale montre que toutes les communes sont en excès d'eau. Ça, c'est de l'excès de zèle que les agriculteurs ne comprennent pas. Mmh. Pour autant, il y a quand même, vous évoquez des normes environnementales qui doivent être appliquées et respectées sur le long terme en tout cas. Les évêques rappellent aussi l'impératif de veiller au respect de la création des agriculteurs. Est-ce que l'agriculture conventionnelle et la préservation de l'environnement est encore aujourd'hui compatible? Oui, c'est tout à fait compatible. Nous ne sommes pas opposés aux normes. Il faut des normes. On est dans un marché unique en Europe. Et donc, pour pouvoir commercer sans avoir à prouver que les produits sont sains, loyaux et marchands, il faut des normes. Pour respecter l'environnement, il faut des normes. La difficulté, c'est que ce sont les textes qui sont parfois trop complexes et inapplicables, comme je viens d'en expliquer un. C'est aussi la France qui a fait des réglementations supérieures aux autres pays européens. Et donc, dans les autres pays, ils ont des 100 produits phytosanitaires que nous n'avons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi, d'autant que leurs produits arrivent dans les assiettes de nos enfants, dans les cantines. Et l'agriculture conventionnelle, elle est aussi très encadrée et les produits sont sains. Vous savez, l'agriculture conventionnelle, c'est 95 de l'agriculture. Si elle n'était pas saine, on aurait bien plus de problèmes d'intoxication alimentaire ou autre, alors Mmh. que ces intoxications, on réduit de façon extrêmement importante. Donc elle est saine. Moi, je n'oppose pas agriculture conventionnelle et agriculture biologique. Il y a place pour tout le monde. Je vois aujourd'hui que les Français
parce qu'il y a une question d'inflation notamment, vont davantage vers l'agriculture conventionnelle que vers l'agriculture biologique, ce qui rend difficile d'ailleurs l'activité des agriculteurs bio. Il faut surtout rassurer les Français. On a en France l'alimentation la plus durable au monde, c'est reconnu par The Economist depuis 4 années et donc nous ne refusons pas, le respect de l'environnement, nous le faisons tous les jours, mais parfois certaines normes draconiennes qui collent pas avec les caprices du climat font que c'est très difficile à mettre en œuvre. En matière de bien-être animal, la France est reconnue comme un des pays qui le met le mieux, en œuvre au sein, de l'Union européenne. Donc voilà, regardons quand même ce que disent les experts. Les militants militent, c'est normal, parfois ils exagèrent un peu, les militants verts aussi, ils exagèrent un petit peu, ils forcent le trait, mais ce qui est important, c'est de regarder qu'on a baissé de 8 les émissions de gaz à effet de serre en 15 ans. On a baissé de 47 l'usage des antibiotiques, Oui. pour nos élevages en l'espace de 5 ans. On a des indicateurs fiables comme ça qu'il faut promouvoir. Autre tendance, je vais vous donner un chiffre, entre 2010 et 2020, il y a 100 000 exploitations qui ont disparu et d'ici 2030, la moitié des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite. Quel sera le visage pour l'agriculture du futur? Si autant d'agriculteurs ont disparu, c'est aussi parce que les conditions d'activité sont difficiles. Nous sommes dans un pays où la distribution alimentaire est captée par 5-6 grands acteurs de la grande distribution et les Français font leurs courses à 85% dans ces magasins-là. La promotion, la pub de ces enseignes, ça a toujours été venez chez moi, c'est moins cher. Les Français mangent pour moins cher, mangent mieux et pour moins cher. Sauf que les agriculteurs ne s'en sortent pas. Et comme il y a des produits moins chers ailleurs, les grands distributeurs importent des produits venant d'ailleurs et n'achètent plus les produits français. Voilà pourquoi il y a eu autant de disparitions, en plus de la pyramide des âges. On sait que dans les 10 prochaines années, on a effectivement, vous l'avez dit, 100 000 agriculteurs qui vont quitter. Mmh. Il y a un enjeu, il faut attirer des jeunes vers le métier d'agriculteur. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de volontaires. Il y a plus de jeunes D'accord. dans les écoles d'agriculture aujourd'hui parce que c'est un métier de sens, un métier de création, un métier du vivant. Et nous voulons les accueillir. Mais il faut qu'ils aient de la lisibilité sur une dizaine d'années parce qu'ils empruntent sur 20 ans, les jeunes, hein. Quand ils reprennent une exploitation agricole, ça coûte cher. Il y a des bâtiments, il y a des terres, il y a du matériel, il y a du cheptel. Et donc, il faut qu'ils aient de la lisibilité, de la confiance et de la reconnaissance. Et déjà, qu'en premier lieu, le voisinage soit accueillant avec ces jeunes-là, que quand ils vont sortir leur pulvérisateur pour aller traiter leur culture, ils n'aient pas de difficultés avec leurs voisins, que lorsqu'ils veulent construire un bâtiment de volaille, ils puissent être compris. D'ailleurs, il y a des portes ouvertes qui permettent de voir. Quand on fait des portes ouvertes chez nous, les voisins qui viennent disent: «Oh là là, c'est vachement bien, c'est beaucoup mieux que ce qu'on nous montre à la télé». Mmh. Donc c'est révélateur. Donc je pense qu'il faut plus de compréhension et d'accompagnement. Mais on a des jeunes qui veulent s'installer, il faut les accompagner. Il y a une loi qui va aider justement sur les questions de foncier, de financement et c'est nécessaire parce que aujourd'hui les exploitations sont des entreprises, les jeunes veulent des revenus, c'est normal, du temps de travail aménagé, c'est normal, ils travailleront pas autant que la génération précédente et nous, parents, nous le comprenons. Et en un mot, pour finir, Christiane Lambert, vous avez parlé de la crise morale. Quels sont les enjeux de fond pour les agriculteurs, au-delà même du rapport de force qui est engagé aujourd'hui avec le gouvernement? C'est être considéré. Ce qu'il dit, c'est: «On en a marre, on est toujours critiqué, notre métier devient de plus en plus compliqué». Ils ne comprennent pas certaines évolutions et surtout, ils ne comprennent pas les critiques de l'extérieur. Quand on est éleveur, on travaille 365 jours par an auprès des animaux. On a des droits et des devoirs auprès de nos animaux et quand on travaille beaucoup et qu'on n'est pas reconnu, dans n'importe quelle entreprise, le burn-out n'est pas loin et Mmh. donc de la bienveillance, de l'écoute, évidemment les rassemblements qui ont lieu au plus proche des villages, dans les communes, les groupes de réflexion, les communautés, les paroisses, le club de foot, le club de théâtre, le comité des fêtes, tous ces lieux où il faut parler et D'accord. manifester de l'empathie. Mmh. C'est, vous savez, le soutien aujourd'hui des grands chefs cuisiniers, sur les barrages, Oui. Karine Le Marchand qui y est allée hier, beaucoup d'extérieurs et les évêques qui disent leur compréhension, c'est quelque chose de très important également. Merci Christiane Lambert d'avoir accepté notre invitation, et bonne Merci, journée à vous. merci beaucoup.